Salut à tous mes amis et bienvenue pour un nouveau podcast du Club Paname. Je suis avec mes fidèles amis de toujours. Basto, comment ça va? Ça va bien, bonsoir. Drayas, comment ça va? Ça va très bien, bonsoir. Et Vincent, c'est notre premier podcast ensemble. La première fois ça fait toujours mal mais ça fait plaisir d'être avec toi ce soir. Ça fait plaisir aussi, content d'être là pour une deuxième fois. Et on va parler du match d'hier magnifique contre Bordeaux où le PSG a perdu ses premiers points de la saison. Et on va revenir sur la victoire étincelante contre Liverpool de mercredi dernier comme on n'en avait pas encore parlé. On va commencer tout de suite mes amis, on aime battre le fer tant qu'il est encore chaud. Et on va commencer par le match de Bordeaux et Basto. Tu sais ce que j'aime Basto dans la vie. Ouais, je sais ce que tu aimes et tu sais ce que je vais répondre comme à peu près un match sur de Ligue 1. Qu'est-ce que j'ai aimé contre Bordeaux? Pas grand-chose à vrai dire. Je crois que c'est une de mes phrases fétiches. Bon après, c'est après un match de Ligue des Champions qui était ultra décisif, qu'on a remporté qui plus est. Donc il y avait un relâchement obligatoire. Mais on a vu un Paris qui était pas très concerné. Même s'il y a eu une volonté de ne pas lâcher après les deux buts où Paris réaccélère un peu. Donc ça c'est ce qu'on peut peut-être noter de positif, même si c'est plus de la réaction que de l'action, mais c'est déjà ça. Et sinon j'ai bien aimé l'appréciation de Bordeaux puisque tout le monde nous avait annoncé qu'ils allaient venir avec un gros car mettre le bus. Et ça n'a pas été le cas, donc je pense que ça a donné un match agréable pour les spectateurs neutres au moins, et les supporters de Bordeaux, peut-être un peu moins les supporters de Paris. C'était un peu le bordel, un peu le fouillis, pas forcément très juste techniquement, mais c'était un match vivant et rythmé. Donc pour un match de Ligue 1, c'était pas mal. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Très belle prestation de Bordeaux et je te confirme que les supporters neutres ont adoré puisque Stéphane Guy a l'air d'avoir adoré le match. Et il est totalement neutre, il faut le Bien savoir. sûr. Drayas, qu'est-ce que toi tu as aimé de ce match? Stéphane Guy, il faut dire qu'on avait l'impression qu'il avait les yeux un peu humides à se demander si c'était pas du sperme qui lui restait. Pas que les yeux, pas que les yeux, Drayas. Mais On sera censuré au montage. ce que là, je suis pas tout à fait d'accord avec Basso. Je trouve pas qu'on a pris ce match à la légère. Je pense plus que il y avait une désynchronisation parce que moi, ce que j'ai envie de mettre en avant sur ce match, c'est la volonté. Il y avait pas forcément de l'intensité, il y avait pas forcément de la cohésion, mais il y avait de la volonté. Il y avait la volonté de ne pas se laisser faire. Il n'y a pas de joueurs qui ont traîné la jambe, il n'y a pas de joueurs qui ont fait des demi-prestations, qui sont allés qu'à moitié. Et c'est ce que j'ai envie de mettre en avant. De la même manière que Basto, j'ai envie de mettre en avant mais juste deux joueurs de l'effectif bordelais, à savoir Sabali et Sankaré. On ne se demandera pas pourquoi je les ai mis en avant. Oh, tiens donc. Merci à toi, Drayas. Vincent, qu'est-ce que toi tu as apprécié du match? Bon, moi de Paris, pas grand-chose, hein, mais c'est surtout que finalement la prestation de Bordeaux, voilà, j'ai aimé parce que je regrette qu'il n'y ait pas assez finalement d'équipes qui rentrent vraiment sur le terrain avec l'envie de faire un bon résultat contre Paris. En général, les équipes viennent mettre le bus, ou alors Paris joue trop bien pour qu'elles puissent tenter quoi que ce soit. Là, forcément, Bordeaux s'en sort mieux parce que Paris n'était pas forcément à son niveau habituel, mais ils sont quand même venus avec de la bonne volonté. Et au final, c'était vraiment, je trouvais que c'était un match agréable à regarder. J'étais content finalement, même si je suis triste que Paris n'ait pas gagné, mais j'étais content de voir un match qui soit pas dominé de A à Z et où on s'ennuie et où on connaît finalement le résultat dès le quart d'heure de jeu, quoi. Donc du coup, j'ai passé plutôt une bonne soirée, même si j'aurais bien préféré que Paris l'emporte d'un petit but, quoi. Ah oui, je comprends tout à fait, Vincent. Merci à vous trois pour ces points positifs sur le match. On va passer au négatif. Drayas, qu'est-ce que tu pourrais critiquer, toi, éventuellement, sur ce match-là? La première chose que je vais pas critiquer, c'est la fameuse recherche du record, parce que ça, j'en ai à peu près rien à faire. Et ce que je vais critiquer, c'est, tout à l'heure j'ai mis en avant la volonté dans le positif, et je vais critiquer le brouillon, quoi. C'était un peu tout et n'importe quoi. Il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de cohérence, il y avait c'était un bon gros brouillon. La perte de l'assise défensive, qui était une des qualités qui était en train de s'installer, qui avait littéralement explosé à Liverpool, où on avait vu une prestation défensive assez hallucinante, qui n'était plus du tout là. Et enfin, ce que j'ai pas aimé, c'est les choix des hommes par le coach. J'ai trouvé que sa composition était sans dessus-dessous. Le fait de titulariser Neymar et Mbappé, il faudrait m'expliquer. Au regard du fait qu'il revenait d'une blessure et au regard du fait qu'on a un match important dans quelques temps. Et voilà. Mais du coup, Darius, j'ai envie de te poser une question là-dessus. Est-ce que Bordeaux a vraiment fait un très bon match
ou est-ce que c'était la faiblesse des Parisiens un peu cramoise? On voit bien Mbappé qui marque, qui tout de suite fait le signe de se faire changer, Neymar qui sort avant la fin, Dani Alves qui n'avait pas joué depuis 3 mois. Est-ce que Bordeaux a vraiment été si fort que ça, ou est-ce que nous, on a déconné sur ce match-là? Les deux, mon général, et j'ai pas envie de diminuer la prestation bordelaise en passant mon temps à Bien expliquer sûr, bien par sûr. la faiblesse de la prestation parisienne. Il s'avère que c'était un match franchement qui n'était pas très important. Le Bordeaux n'est pas une équipe qui nous menace en championnat. Faut se demander s'il y en a encore une qui nous menace en championnat. On vient de délivrer une prestation où dans l'intensité on avait été énorme, et c'était 3 jours plus tôt. Il n'y a pas eu assez de rotation de l'effectif, mais bon, ça on en a déjà parlé, et la blessure de Neymar est bien sûr à pointer. Mais non, enfin j'ai pas envie de commenter ça parce que ça m'amènerait à diminuer la prestation de Bordeaux, et comme le disait Vincent très justement, c'était agréable de voir une équipe venir avec un état d'esprit positif. Et tu as bien raison, tu as bien raison. Basto, toi, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans ce match-là? Bah, je pense qu'il y a 2 stats qui peuvent résumer un peu notre match. Bordeaux fait 2 fois plus de tirs que nous, 17-9, c'est assez rare pour être souligné. Et Arola fait autant de passes dans ce match que Di Maria. Ça montre aussi un petit problème quelque part. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en veux pas aux joueurs d'avoir manqué de concentration, d'intensité. Je parlais pas forcément de volonté de jouer le match en pantoufle, mais juste après un plein d'adrénaline comme Liverpool, avoir même inconsciemment une petite relâche, c'est à peu près normal. Du coup, il n'y avait pas forcément ce surplus nécessaire pour aller dans certains duels. D'ailleurs, Silva perd le duel contre Cornelius sur le second but. Il y a des petites erreurs de concentration sur le premier aussi de Nzonzi et des joueurs qui sont pris de vitesse. Mais ça, c'est logique. Maintenant, quand on parle des circuits de jeu, qu'on joue à 80 ou 100% de ses capacités physiques, là, ça ne change pas. On doit avoir des circuits de jeu qui sont faits. Et on ne les a pas vus hier, c'est encore très compliqué pour nous. Dès qu'il n'y a pas Verratti, quoi. Dès qu'il n'y a pas Verratti, ça devient quasiment tout de suite impossible de sortir la balle derrière la première ligne de pression adverse. Hier, on était quasiment à 5 derrière cette première ligne de pression, même si Alves se recentrait un peu pour aider, mais c'était pas suffisant. Et donc on était forcément en sous-nombre pour attaquer. On a eu de nouveau Neymar qui devait un peu tout faire tout seul. Et on a aussi vu Mbappé revenir beaucoup plus bas que d'habitude pour essayer d'assumer certaines transitions. C'est vrai qu'on a vu, après Neymar 8, on a vu Mbappé 8 hier. Et donc la conséquence, c'est qu'on a vu une équipe qui a été coupée en deux quasiment tout le match. Et puis voilà. Draxler aussi beaucoup responsable en première mi-temps du fait que il était trop bas aussi, ça sent. Merci. Ça fait partie des 5 joueurs derrière la ligne de pression. Merci à toi, Basto. Vincent, qu'est-ce que toi tu peux reprocher à ce match-là? Ouais, moi, j'ai pas tellement envie d'être trop sévère sur ce match parce que, ouais, comme on l'a dit, on sort d'un match contre Liverpool qui était certainement le plus intense, tant sur le plan physique que psychologique pour les joueurs. Donc forcément, il allait y avoir un relâchement et forcément physiquement, ils allaient pas être au top. Après, ce que je regrette, c'est justement le coaching vraiment de l'entraîneur. Parce que c'est vrai, voilà, je comprends pas non plus pourquoi est-ce que Neymar et Mbappé sont titulaires après être revenus de blessure et après avoir joué un match ultra intense. J'aurais trouvé ça beaucoup plus logique de les laisser un peu au repos, surtout qu'encore une fois, voilà, le championnat il est déjà plié. Donc Bordeaux, Bordeaux, c'est pas une affiche qui était essentielle pour titulariser Neymar et Mbappé. Mais justement, en fait, ce qui me dérange du coup plutôt, c'est voilà, ce manque de coaching et l'investissement des joueurs, notamment Draxler et Nzonzi. Enfin, pas forcément l'investissement d'ailleurs, mais la prestation que j'ai trouvé vraiment décevante pour des joueurs qui avaient des choses à prouver et que j'ai trouvé vraiment en dessous. Mais voilà, pour eux, je trouvais que ça s'explique pas, alors que voilà, la prestation, même Thiago Silva qui était énorme contre Liverpool. Bon voilà, que là il s'est planté notamment sur la tête bordelaise. Mais bon voilà, je pense que tout ça s'explique surtout par le match de Liverpool. Et voilà, encore une fois, ça n'a pas d'incidence au classement, donc c'est pas très grave. J'aimerais, si ça t'ennuie pas, Jimmy, réagir. Ouais, vas-y. Mais c'est juste pour prendre la défense de Draxler et de Nzonzi. Draxler, c'est un joueur c'est tout bête, mais il a beaucoup de mal à fonctionner tout seul. C'est pas un Neymar, c'est pas un Mbappé, c'est pas par Draxler que va venir la solution individuelle. Ça va être au contraire un facilitateur et c'est un accélérateur de particules. Quand ça marche bien, il va accélérer pour permettre encore plus et pour que ça aille encore plus vite vers l'avant.
Et on a vu, alors déjà une fois que Verratti est rentré, Draxler c'était vraiment complètement autre chose. Et puis même un petit peu avant que Verratti rentre, on a vu Draxler commencer à devenir bien plus utile à partir de la deuxième mi-temps. Même si on est d'accord, sa première mi-temps, je l'ai rarement vu aussi mauvais. Notamment. Et sinon, pour Nzonzi, voilà, c'est un jeune, il est balancé là-dedans, les joueurs sont pas forcément, donc je trouve ça dommage de pointer le jeune, même si je sens que s'il va être pointé dans les flops, je trouve ça un chouïa injuste, parce que justement il est jeune et qu'il est planté là-dedans après un tel match, les mecs se répondent pas forcément présents de la même manière. Et ça n'a pas dû être simple pour lui à gérer. Je préfère nettement me souvenir de sa dernière prestation, c'était contre Marseille je crois, que celle-là qui pour moi n'est pas révélatrice de son apport. Merci à toi Dreyas. Moi je voudrais juste rajouter un truc que moi personnellement j'ai pas aimé et que vous n'avez pas parlé, c'est la VAR. Alors oui, c'est dans mes flops. Sur le but, je trouve ça un peu dommage. Mais plus que la VAR, ce qui m'a un peu dérangé, c'est les réactions parisiennes sur Twitter, où tout le monde se plaint, il y avait 2 pénaltys oubliés. Oh, j'ai trouvé qu'on en faisait un peu trop. D'accord, il y a peut-être eu des pénaltys oubliés, mais oh les gars, on n'est pas Rudy Garcia. On n'est pas Rudy Garcia, on est le Paris Saint-Germain. Ouais. T'as pas besoin d'avoir des pénaltys pour battre Bordeaux. On a 1 milliard de budget. On est d'accord là-dessus. Mais l'arbitrage n'est pas fait. Enfin, le principe des règles, c'est pas fait bien sûr, mais c'est toujours un peu comme ça. Et il y a, au-delà du fait de trop s'appuyer dessus, il y a quand même le fait que tu t'appelles la VAR pour 2 buts parisiens et t'appelles pas la VAR pour 2 pénaltys, dont un qui est indiscutable, un qui appellerait peut-être. C'est chiant. Et le fait qu'on soit Paris n'est pas une excuse pour ne pas le faire. Bien sûr, si mais le fait qu'on soit Paris est une excuse pour dire arrêtons de nous plaindre. L'arbitrage a fait des erreurs. Ça arrive pas souvent en Ligue 1, hein. Mais c'est pas ça qui doit être une excuse pour le faire de pas gagner. T'as pas le penalty, parce que tu fonces, tu donnes encore plus pour y arriver sans penalty. On se plaint même de l'arbitrage quand on gagne, comme contre Liverpool. Donc. Ouais, non, moi j'aimerais simplement dire quand même. Enfin, je trouve quand même que la VAR, voilà, si il faut se plaindre quand même, si quand il y a penalty et qu'il n'y a pas penalty, on se plaint. Voilà, c'est quand même normal. Surtout que là, autant le deuxième, je trouve qu'il est un peu contestable, il n'est pas si évident que ça à siffler. Autant le premier, il est quand même évident. Je comprends même pas qu'on jette pas un coup d'œil à l'action alors qu'il reste 10 minutes sur le but de Mbappé. Et sur Neymar, tu veux dire? Oui, le penalty de Neymar, le premier, celui juste avant la mi-temps, qui en plus, s'il est marqué, ça change tout. On revient au vestiaire avec 2-0. La physionomie du match, elle est quand même totalement bousculée là-dessus. Et alors après, simplement le fait qu'il ne regarde pas, qu'on ne consulte pas l'arbitrage vidéo là-dessus, alors qu'on reste 200 ans sur le hors-jeu d'Mbappé, alors qu'on voit clairement que le gardien est pris à contre-pied et qu'il ne se passe rien. Et à un moment, je trouve ça quand même un peu étrange comme application des règles, quoi. Mais bon. Voilà. Après, évidemment, qu'on aurait dû gagner sans ça. Bien sûr. C'était juste ça, mon petit coup de gueule. Faut arrêter de se plaindre. On n'est pas des victimes. On est le PSG. On est fort. On est bousculé. On donne encore plus et bim, on les défonce sans penalty. C'était juste ça que je voulais dire. On passe au top, les amis, les joueurs qui vous ont marqué sur cette rencontre magnifique. Basto, quels sont tes 3 tops là pour ce match? J'en ai que 2, hein. J'ai essayé d'en trouver plus, mais j'en ai que 2. Je pense qu'ils seront partagés, hein. Évidemment Neymar, qui est, je pense, son premier but résume sa place dans l'équipe hier, au four et au moulin. Il fait la première passe qui casse la ligne, il fait un appui avec Mbappé et il est à la finition. Donc il est à la construction de la finition. D'ailleurs, quand il sort et avant l'entrée de Verratti, on a un énorme moment de flottement avant que Marco rentre. Donc c'est vrai que sans les deux, on devient tout de suite une équipe qui est assez quelconque dans l'expression collective. Donc il faudra vraiment prier pour que les deux soient là dans nos matchs clés. Et le deuxième top, c'est... il a fait un bon match, mais c'est un peu par défaut parce que ses coéquipiers n'ont pas été à la hauteur. C'est Marquinhos que j'ai trouvé... en même temps, il n'y en a pas 36 hein, dans un match comme ça. J'ai trouvé très neutral à la relance. Maintenant, c'était le seul à essayer de colmater les trous. Et puis il était agressif à la récupération et il n'a pas hésité à se projeter sans la balle. À un moment, on le voit sur la ligne de 6 mètres adverse faire un centre en retrait, une passe en retrait qui était intelligente. Donc voilà.
Merci à toi, Basto. Dreyas, est-ce que tu es d'accord, Basto? T'as d'autres J'en ai un de plus, mais bon, les deux là, ils sont inévitables. Pour Neymar, c'est même pas la peine d'en parler. Depuis, il y a certains disent qu'il est enfin heureux à Paris. Peut-être pas, j'en sais rien. Je suis pas dans sa vie privée, je ne partage pas son lit. C'est vrai? J'y suis pas encore arrivé. Mais clairement, il est délicieux sur le terrain. Ce qu'on lui reprochait de perdre trop de balles, de tenter à contre-temps, enfin, on le voit quasiment plus par match, et ça fait plusieurs matchs que c'est le cas. Il est fabuleux. Pour Marquis, j'avais noté que, perso, il a des défauts qui sont agaçants, mais sa combativité est vraiment à mettre en avant. Elle semble continue, en tout cas depuis 2 matchs. Voilà, il est à sortir du lot. Et ensuite de ça, je voulais nommer la rentrée de Marco. Parce que l'équipe change, on passe alors que c'est Marquis qu'on a mis en avant paradoxalement, mais on n'avait pas de milieu, et tout à coup on se retrouve avec une équipe qui était capable de tenir la balle avec ses milieux en première mi-temps. Il fallait que ce soit Neymar, il fallait que ce soit Mbappé qui se repositionne en 8, parce que Draxler n'était pas là pour le faire, et d'une manière générale, et une fois qu'on s'est retrouvé avec Marco, on a retrouvé un milieu, la défense a pu remonter, donc il a fait une très bonne rentrée, même si sa rentrée est très critiquable sur d'autres aspects. Merci à toi, Dreyas. Vincent, tes 3 tops. C'est lesquels? Du coup, j'ai pas grand chose à rajouter, parce que évidemment, voilà, Neymar, comme les on autres. peut passer au flop alors. Voilà. C'est super. Neymar, Marquinhos, et puis. Je t'aime beaucoup, Vincent, toi. Ah bah... J'aime bien, tu vas direct à l'essentiel. T'es un peu un anti-Dreyas, et c'est vachement bien. Je t'aime, Dreyas aussi. Hein. Il faut mettre Dreyas à la fin, en fait, comme ça, il récupère ce que j'ai pas dit. Les flops, mes copains. Alors, Dreyas. Areola, je l'ai défendu en fin de saison dernière en disant, il est enfin bon. Alors, c'est des matchs qui ont plus d'enjeu. Et puis cette année, j'ai encore essayé timidement de le défendre, dans le sens où je trouvais qu'on tirait un peu trop vite sur l'ambulance. Mais là, alors qu'on mène 2-1, enfin, il n'y a pas seulement le fait de faire une bourde, parce qu'il faut arrêter d'appeler, une faute de main, c'est « Ah merde, il n'a pas eu la main assez ferme ». Là, le mec, il a une main qui est 25 cm devant la balle lui rebondit sur un bras, il a un bras qui hésite à aller sur le truc. Enfin, c'est même pas une faute de main, c'est une énorme bourde. Et c'est une énorme bourde qui est faite à 2-1, alors que l'équipe est en difficulté et a du mal à fonctionner. C'est une faute coupable. À mes yeux, il s'est condamné. Et peut-être qu'un jour il sera bon, mais c'est juste qu'il faut qu'il arrête d'essayer d'être bon à Paris, il n'y arrivera jamais. Ensuite de ça, en deuxième flop, j'ai Tourelle. On en a parlé tout à l'heure, des choix qui ont été très peu judicieux, surtout compte tenu du contexte. Et enfin, en troisième flop, j'ai notre milieu. C'est criant, dès que tu vois Marco rentrer, oh my god quoi. Si Marco n'est pas là, si Marco n'est pas à son niveau, on est dans la merde, et on a pour habitude de pas pouvoir compter sur Marco en février, donc attention. C'est vrai que contre Liverpool, il était lui contre 3 milieux des Reds, c'était vachement sympa, il les a défoncés. Merci à toi, Dreyas. Je trouve sévère avec Areola, je trouve que c'est un très bon gardien. Surtout venant de toi, j'y crois à 100%, Jimmy. Ouais, non, faut arrêter la mascarade. Là, je vais laisser Basto parler, mais Areola, à part être un titi, je vois pas ses qualités. Areola, il surfe toujours sur une bonne demi-saison dont personne n'a jamais vu une seule image à Villarreal il y a 3 ans. Il nous fait perdre le titre la première année d'Emery, et à chaque fois c'est toujours pareil, toujours les mêmes matchs de Ligue 1. Hier, on le sait, vous le saviez les gars, qu'il allait se prendre un but à la con. Ça va plus loin ce qu'il a fait hier, ça va plus loin que ce qu'il faisait d'habitude. C'est costaud la bourde qu'il a fait. Non mais il faut le dire, ce mec est nul, et il n'y a pas d'autre mot, je vois pas. Je pense que c'est mental, perso. Je pense que c'est plus mental que niveau. Ah oui, mais du coup ça fait que son mental fait qu'à Paris c'est une chèvre. Enfin bon, Basto, vas-y. Moi, je vais faire mon Dreyas, je vais faire tu fais chier, c'est pas le même flop. Différent. Tourelle, il a dit ce qu'il avait à dire par rapport à titulariser Neymar, donc je vais pas revenir dessus. Voilà, c'est marrant parce que c'est de Bordeaux à Bordeaux. Tu te souviens l'année dernière, Jimmy et les autres, je sais pas si vous vous souvenez, il avait fait 7 ou 8 grosses parades à Bordeaux, et il y avait eu une espèce d'enflammement en disant ça y est, ça devient un grand gardien. Et on était déjà champion. Et avec Jimmy, nous, on disait mais c'est un match pour du beurre, et il y a plein de goals de Ligue 1.
le problème, c'est qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des équipes qui ont autant d'occasions que sur ce match l'année dernière. Et on a l'habitude d'avoir des gardiens à Paris qui font 2 ou 3 arrêts par match maximum. Alors qu'on parlait de Baptiste René, qui était à Dijon l'année dernière, qui lui, chaque match faisait 7 ou 8 parades parce qu'il était mis à contribution. Et on disait, Areola, bah là, il a juste fait du Baptiste René, mais le problème, c'est que dans les gros matchs, il n'est pas décisif. Et ça continuera. Bah, pour le moment, c'est un peu malheureusement ce qui se passe. Donc voilà, Areola de Bordeaux à Bordeaux. Non, mais en vrai, Areola, est cruel. Basto, Areola, tu le mets dans la hiérarchie des gardiens de Ligue 1, tu le mets combien? Il faudrait juger en meilleur que Paris. Bah t'as Lopez qui est meilleur. Bah oui, non mais là il n'y a pas photo. T'as qui d'autre? Bah je tous. pense il doit être 3-4. T'as Buffon évidemment. Oh non, t'es sérieux? La moitié des gardiens de Ligue 1 ils sont meilleurs qu'Areola. Non, mais Oh. Ruffier, il est peut-être du niveau Ruffier, c'est top 3, entre 3 et 5 de Ligue 1 je pense. Ah ouais, donc Bref. Ok. En tout cas, par rapport à Buffon, c'est sûr que la sélection naturelle a parlé. Le dinosaure Buffon a résisté à la petite météorite pétard mouillé Areola sans trop de soucis. Et le troisième flop, alors rien à foutre que ce soit un jeune qui s'appelle Enzoki. Moi, je juge la qualité d'un match, et purement d'un match. Contexte. Il a eu une volonté d'amener, c'est le seul d'ailleurs des DC qui a eu cette volonté de relancer vers l'avant, mais il a eu beaucoup d'erreurs techniques. En première, en seconde, il se fait complètement dépasser, il est carrément affreux en seconde mi-temps. Les 20 premières minutes de la seconde, le pauvre, il fait de la peine, t'as limite envie de le sortir pour pas coûter un but, et c'est ce qui se passe sur l'égalisation de Briand où il anticipe très mal la passe adverse. Donc voilà, un match sans pour Enzoki. Merci à toi Basto. Vincent, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bon, alors moi, j'ai quand même fait une petite différence. J'ai mis Areola, évidemment. Areola, j'ai fait partie de ceux qui ont cru, peut-être un peu naïvement, après le match c'était contre l'Allemagne, je crois, quand il avait sorti un match énorme avec les Bleus. J'ai cru que ça allait être, pour la 1e fois, un détonateur, et que ça y est, il allait se révéler, et qu'il allait s'imposer. J'étais de ceux qui préféraient qu'il soit titularisé à Buffon contre Naples. Bah, je me suis planté de A à Z. C'est encore une fois, voilà, c'est une preuve qu'il est fragile. Moi, je pense pas que ce soit le mot, mais je crois que c'est comme Dreyas. Je crois que c'est lui qui avait dit ça, que c'est dans la tête que ça se passe mal. Parce que là, à ce moment-là, un gardien, et franchement, c'est pas non plus une parade exceptionnelle qu'il faut sortir là. C'est simplement, il est dessus, la balle il est dessus, il a juste une main qui est, je sais pas, il avait peut-être pas passé lentilles, j'en sais rien, mais il met la main en dessous du ballon. C'est quand même quelque chose d'étonnant qu'on voit rarement, donc il est obligé d'être pointé du doigt encore une fois. Et voilà, ça fait beaucoup de bourdes, il n'arrive pas à enchaîner les bonnes performances, donc il y a un moment, je pense qu'il va falloir arrêter avec ce gardien, et qu'il va falloir aller voir ailleurs, malheureusement, pour lui. Bah, quand même. Mais ça fait quand même 3 ans qu'il faut arrêter là. Ouais, mais il faut toujours. Mais, avec Buffon qui va arriver à la retraite, il va falloir recruter des nouveaux gardiens. Ah bah bien sûr. Non mais t'imagines que même il y a eu Trapp qui est passé à Breaking Sport là sur RMC. Il a quand même dit Tourelle voulait me garder. Ah, et tu m'étonnes. À mon avis, Tourelle, il avait peur. Il a vu qu'il avait Areola et Buffon. Il s'est dit oh putain. Ça c'est clair. Et après, alors moi j'ai pointé Enzoki exactement pour les mêmes raisons que Jimmy, alors je vais pas m'étaler dessus. Peu importe qu'il soit jeune ou pas, il avait fait un très... Je m'appelle Basto. Oui, pardon. On est les mêmes, Basto, c'est pas grave. Peu importe qu'il soit jeune ou quoi que ce soit, il faut juger sa performance comme les autres. Évidemment que la jeunesse joue là-dedans. Mais il avait sorti de très bonnes prestations avec Paris, donc justement, oui, c'est parce qu'il a sorti des bonnes prestations qu'on peut également le juger un peu plus sévèrement. Ouais. C'est pas quelqu'un qui débute, c'est pas son premier match non plus. Il a eu plusieurs bons tests. Voilà, là il est passé au travers. Il faut le dire, c'est pas pour ça qu'il faut le remettre au placard et ne plus l'utiliser, mais il faut quand même souligner quand son match est raté. Et là, c'était le cas. Et enfin, moi, Jimmy, vas-y. Attends, juste, je me permets d'interrompre, faut pas le remettre au placard. Jimmy proposait déjà de construire le bûcher là. Hein. Ah non, justement, moi je disais que. Je troll, Jimmy. Je disais que Enzoki, justement, heureusement qu'il a fait des bons matchs avant, parce que sinon, oui, je l'aurais vu hier soir, je me suis dit, qu'est-ce qu'on a encore sorti du centre de formation, quoi. Je me serais posé des questions. C'est pas comme Dagba, qu'il a fait un match et qu'il a fait des conneries. Là, Enzoki, on l'avait vu un peu bon, donc je me dis, ça arrive. Oh,
Dagba, il a fait 4 matchs, dont 3 très bons au poste d'arrière droit. C'est juste dans C'est son vrai poste où c'était pas lui derrière gauche où il avait été bidon. Ah, je me rappelle juste celui de Guingamp, là, où il fait Non, des... il a le trophée des champions, il a le premier match contre Caen, il a le match autant contre pour Reims, moi. même s'il se blesse au bout de 30 minutes. Autant pour moi. Je l'aime bien le petit Dagba. Ne touche pas à Dagba. Là, je te laisse ton Dagba. Bon, bah, mes amis... J'avais mon petit dernier flop. J'avais pas un dernier flop. Ah, vas-y, Vincent. J'en avais deux, mais il y en a un, je vais pas revenir dessus parce que j'en avais déjà parlé. C'est le coaching de Tourelle que j'ai pas du tout trouvé logique. Mais surtout, ce qui m'a fatigué, c'est l'arbitrage. Avant, quand il n'y avait pas la VAR, ces situations-là dans la surface à vitesse réelle, c'est très compliqué de juger. Je trouvais ça normal qu'on puisse se tromper. L'arbitre, il pouvait pas tout voir. Je trouvais ça normal. Mais depuis maintenant qu'on a la VAR, il y a quand même un mec. Alors, je sais pas à quoi il était payé. S'il a été payé pour ce match contre Bordeaux, mais le gars, il est quand même devant sa caméra, il voit l'action, c'est à lui de dire à l'arbitre qu'il se passe quelque chose. Tout le monde voit. Il joue à FIFA. Ouais, voilà, c'est ça. ou alors il était bordelais, j'en sais rien. Mais je trouve c'est juste pas normal à ce niveau-là que même avec la VAR, on soit pas foutu d'aller vérifier ces deux actions et de voir quand même qu'il y a pénalty. Encore une fois, sur le deuxième, je trouve que c'est pas évident, mais le premier, il n'y a rien à dire. Je comprends même pas qu'on n'appelle pas l'arbitre pour qu'il aille regarder la vidéo. Je trouve ça assez scandaleux. Voilà. Jimmy, je peux rajouter une petite chose? Si tu veux taper sur Areola, vas-y. J'ai décidé de faire mon dryas ce soir, de limiter jusqu'au bout. Vas-y. Non, un petit mot sur Di Maria, parce que même c'est vrai, vous l'avez pas dit, ouais. Même quand on connaît des fois, il est très énervant, il est pas bon, mais on mettait toujours en avant qu'il avait un gros volume de jeu, mais depuis 3-4 matchs, il disparaît un peu dans le jeu, on le voit de moins en moins. C'est quand même lui qui a les plus grosses occasions. Et, il est de plus en plus invisible, donc je sais pas si c'est un problème physique parce qu'il joue beaucoup. Il faut pas oublier que, on le voit de moins en moins, mais il est par contre à chaque fois dans les 15-20 premières minutes, il fait partie des tout meilleurs joueurs sur le terrain. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est complètement différent de ce qu'on avait l'habitude du mauvais Di Maria, qu'on voyait touchant 120 ballons, mais qui en exploitait bien que 2 ou 3. Voilà, et puis un petit mot sur Alves, pas sur sa prestation hier, puisqu'il revient d'une grave blessure, mais je pense qu'il a montré que son futur poste, ça doit être dans une position plus axiale. Ouais, ça je suis d'accord. Ah bon, moi je pense que son futur poste c'est sur le banc. Voilà. moi je le vois bien au milieu, moi aussi. Hein. Moi je le vois bien au milieu dans un milieu à 3 mois. Comment oses-tu traiter le meilleur latéral droit de la décennie comme ça, Vincent? De la décennie passée. Voilà. Joli. Jimmy a adopté Vincent clash. Jimmy aime. Très bon, j'aime beaucoup. Vincent, je t'aime. Merci. Mes amis, on va passer à Liverpool. Hein, Ligue des Champions. On aime ça, c'était un match beaucoup de stress, la boule au ventre, et puis finalement ça s'est passé de la meilleure des manières, mes amis. C'était le match à ne pas perdre, et le PSG l'a gagné. Gros caractère, un but de Neymar, un but d'Mbappé, Milner qui marque sur penalty après une belle connerie de Di Maria. Ça arrive. Messieurs, qu'avez-vous apprécié de ce grand match, Vincent? Moi, m'être trompé, parce que je vais faire mon mea culpa, mais avant le match... je pensais pas qu'on allait gagner. Paris m'avait tellement déçu pour l'instant depuis le début de saison que j'avais du mal à y croire. Et finalement, voilà, que dire, le plus beau match de Paris depuis, pour moi, un bon moment. Et pas tellement sur le contenu du jeu, parce qu'on n'a pas été, on n'a pas produit un jeu exceptionnel, mais dans l'intention, je crois que j'ai jamais vu Paris comme ça, se donner à fond. Il y a quand même des images marquantes. Entre Thiago Silva, Marquinhos qui harangue la foule, une défense ultra solide, voilà, je crois qu'il y a, maintenant ça fait presque une semaine donc je suis plus sûr, mais je crois que hormis le penalty, il y a un seul tir de Liverpool il y a rien. qui n'est pas cadré. Ils ont qu'un seul tir cadré. C'est leur seul tir cadré. Sinon il y a une tête de Firmino qui passe à côté, il se passe rien, on les a bouffés. Ouais. Ils ont 3 tirs et un cadré. Voilà, c'est ça, Liverpool, on les a complètement étouffés. Le coaching de Tuchel sur ce coup-là, il n'y a rien à dire, parce que c'est vrai que je m'attendais pas forcément à cette compo au départ. Et voilà, c'est super, surtout que du coup Paris, on peut dire, est pratiquement qualifié, à moins d'une déroute à Belgrade, que du coup maintenant j'ai du mal à imaginer, mais
je pense qu'on va. Ne jamais dire pratiquement après un 4-0, c'est ça, bien connu. C'est pas faux, mais voilà, je pense que Paris est qualifié pour les huitièmes, et ça c'est quand même la meilleure nouvelle de la semaine, surtout qu'on était mal barré. Merci à toi Vincent. Basto, qu'est-ce que toi tu as apprécié ce match? Bah alors déjà, je tiens à dire à Vincent qu'il n'est pas le seul à s'être trompé. Moi aussi, je pensais que sauf miracle, on ne gagnerait pas Liverpool. Et on va faire un petit dédicace à JM du Club Paname, alias Ravi pour les intimes, qui m'avait envoyé en privé un article pour le Club Paname de 5 pages avant le match contre Liverpool et qui finalement ne va pas publier. Je vous donne le titre. Autopsie d'une défaite malheureusement déjà annoncée. Mais quel Il se reconnaîtra. 5 pages dessus, pour rien. T'aurais pu ne pour rien une fois dire, qu'il avait écrit un article, c'est con. Ouais. Sinon, ce que j'aime bien, évidemment, si on m'avait dit à la 89e minute du match aller contre Naples au Parc que dans 2 journées plus tard et 3 minutes plus tard, on serait en très bonne position pour se qualifier et même en bonne position pour finir premier groupe, j'aurais rayonné de la personne qui m'a dit ça. Donc oui, là on est maintenant dans une très bonne position. Maintenant sur le match, évidemment la réussite tactique de Tourelle, au moins en première mi-temps. En seconde, j'en parlerai tout à l'heure, c'était un peu plus compliqué. C'est sûr qu'on ne s'attendait pas à cette compo avec Meunier écarté, même s'il a eu un drame familial, il était prévu sur le banc. Le retour de Marquis au milieu, donc un nouveau système annoncé en 4-4-2, même si on a vu que le 4-4-2 était en fait sans la balle. C'était intéressant structurellement, car c'est le meilleur système pour défendre sur la largeur. On sait que c'est le point fort de Liverpool, on a pu ainsi bloquer Salah, Mané un peu moins, mais quand même on s'en est bien sorti. Et les 2 latéraux de Liverpool qui sont des points forts aussi de cette équipe. Et le fait de bien gérer ces ailiers, c'est aussi dû à Silva et Kimpembe qui ont souvent aidé les deux latéraux à maîtriser les joueurs de couloir en venant se placer quasiment à leur hauteur et assez haut pour anticiper et gagner les seconds ballons. Et avec ballon, donc on avait un espèce de 3-3-2-2. On a eu du mal à comprendre au début exactement qui faisait quoi. Donc on avait Marquis qui se plaçait comme libéraux et du coup ça a écarté Silva sur le côté. Et je trouve que ça lui va bien mieux. J'en parlais déjà depuis plusieurs mois de mon souhait de voir Silva écarté de ce poste de libéraux et d'être exempté de la première relance et de se contenter d'écarter sur son piston, ce qu'il a fait avec Kehrer contre Liverpool, même s'il a aussi anticipé très haut sans ballon, mais avec ballon il pouvait se permettre de jouer simple. Ce 3-3-2-2, ça a aussi permis à Neymar et Di Maria d'être assez libres et non de bouffer la ligne de touche comme dans un simple 4-4-2. Après, on a fait un plan de relance assez basique, mais c'est ce qu'il fallait faire pour ce match-là. Puisqu'on n'a pas les joueurs qui sont actifs pour faire mieux, et on va au plus simple pour gêner Liverpool. Donc construction côté et finition axe, c'est ce qu'on a fait, ça a très bien marché. Et là où c'était moins basique et très intéressant, c'était plus le quadrillage du terrain en première mi-temps. On n'a jamais été coupé en deux, que ce soit défensivement ou offensivement, ce qui permettait de ressortir la balle beaucoup plus proprement. C'est dû au fait qu'on était à 4 contre 3 face à la première rampe de pressing adverse. Souvent en Ligue 1, on est parfois à 5 contre 2, voire 5 contre 1, ça arrive quand les mecs jouent à une pointe. Et donc là, on a forcément du mal à ressortir la balle. Et puis on est loin aussi du match aller contre Liverpool, on devait être à 6 contre 3 je pense derrière la première rampe de pression. Et enfin évidemment la prestation défensive, puisque comme l'a dit Vincent, à part leur penalty, Liverpool ne cadre aucune frappe et n'est jamais vraiment dangereux, même si on a subi en seconde mais sans jamais être mis en danger. Donc bravo à la défense qui a gagné tous ses duels, que ce soit au sol ou dans les airs. Merci à toi Basto. De rien. Rayas. Déjà, je suis dans l'obligation de rectifier une exactitude que Basto a prononcée lors de son intervention, et quand il disait que ça faisait plusieurs mois qu'il avait émis le souhait de voir Silva écarté sur un côté. Il n'avait pas émis depuis plusieurs mois le fait de voir Silva écarté sur un côté, il avait émis depuis plusieurs mois le fait de voir Silva écarté du 11 de départ. Ça me semblait une précision importante. J'avais fait une leçon tactique un jour, un soir dans un bar. Voilà. Non, ce que j'ai émis particulièrement, alors après tout ce qui a été dit est très vrai, mais ce que j'ai aimé c'est ces 10 premières minutes. Basto le disait, sur le moment on avait du mal à comprendre. À titre personnel, je ne sais pas si j'ai toujours vraiment compris exactement comment est-ce que ça circulait. Il y avait Kylian Mbappé qui parfois était 8, il y avait régulièrement Neymar qui était 8, il y avait des joueurs qui étaient devant, qui parfois étaient au milieu. Il y avait un espèce de beau bordel, mais dans ce bon bordel il y avait une espèce de maîtrise, et Liverpool ne voyait juste pas le jour, tout simplement.
Ça a duré 10 minutes, on a planté le but, on a ce défaut à chaque fois de réfléchir à nos assises une fois qu'on a acquis un avantage. C'est un défaut récurrent à Paris Saint-Germain, ça s'est encore vu sur ce match, c'est dommage. Mais bon, après, tout a plus ou moins été dit sur la prestation défensive. J'ai juste envie de mettre en avant un aspect qui pour moi, a été très, très marquant. Quand on voit les images des positions moyennes des joueurs, en général, les équipes, on voit très vite se dessiner des 4-4-2, des 4-3-3, etc. À Paris, on voyait se dessiner un Marco Verratti au centre, et tous les autres joueurs disposés en cercle autour. Donc on n'avait pas un 4-2-3, on avait un cercle avec un joueur au milieu. Pas tout à fait, parce que c'était pas disposé de cette manière-là. Visuellement, ça ressemblait pas à ça. Je suis d'accord avec toi. Enfin, visuellement, j'avais jamais vu en niveau des répartitions moyennes une telle disposition. Et elle était presque belle en fait, elle était presque artistique et elle était très charmante. Alors juste un petit truc, Neymar en 8, c'est vrai, mais on l'a pas vu chercher la balle en 8, on l'a vu assurer les transitions à cette position, c'était différent. Mais par contre, on a aussi vu Kylian Mbappé le faire. Et enfin voilà. Donc, je suis très très content de ça, de la positionnement, de tout ce que je viens de dire. Merci à toi, Drayas. Mes amis, on va passer à ce que vous n'avez pas apprécié de ce match. Il y a peut-être certaines choses. Drayas. J'en ai touché un mot, c'est tellement plaisant quand on joue comme on joue juste avant de mettre le premier but, et c'est tellement décevant quand on arrête de jouer et qu'on ait ce réflexe sécuritaire qui vient trop tôt. Alors peut-être que c'est dû à une débauche d'énergie, peut-être que c'est dû à une gestion de temps faible. Je ne suis pas sûr d'avoir les raisons, de les comprendre, de pouvoir les nommer, mais je trouve ça dommage. On est capable d'avoir un jeu de position, on le montre régulièrement, match après match, par bout de match. Alors très souvent maintenant, alors qu'au début, c'est assez marrant, je sais pas si vous vous souvenez, au début de saison, on avait beaucoup de mal à démarrer les parties. Et on finissait souvent par avoir une deuxième meilleure mi-temps. Et là, depuis quelques temps, on se retrouve très souvent à avoir 20 minutes qui sont très très au-dessus du reste. Alors contre Liverpool, c'était 10 minutes, mais 20 minutes qui sont très très au-dessus du reste. Et puis derrière, on a un réflexe qui est beaucoup plus sécuritaire. D'ailleurs, on a beaucoup moins d'occasions depuis quelques mois. Et c'est frustrant de nous voir capables de jouer un jeu de position, d'être capable d'avoir des mouvements, des permutations permanentes, d'avoir des joueurs qui se placent dans les spaces et qu'on renonce à ça. Alors après, ça s'explique aussi par un autre défaut à mes yeux, qui a été les changements tactiques opérés par Klopp et les changements tactiques opérés par Tourelle. Tourelle a fait 2 changements d'un coup et a permis à Klopp de lui répondre. J'aurais préféré de très loin que Tourelle ne fasse qu'un seul changement, que Klopp réponde et qu'à ce moment-là, Tourelle se garde l'option de pouvoir répondre derrière. Je trouve qu'on s'est enfermé dans une logique et d'ailleurs ça explique en partie certaines des difficultés qu'on a eues en deuxième mi-temps. Mais force de ce constat, il faut se demander que faire. Est-ce que c'est l'effectif? Oui, pour partie, notamment notre faiblesse au milieu, on l'a vu à Bordeaux. Mais je pense qu'il y a aussi une dimension mentale, il y a comme un espèce de dernier fusible à faire sauter, on n'a toujours pas réussi à le faire sauter et j'espère qu'un jour on va pouvoir le faire. Merci à toi, Andreas. Basto, qu'est-ce que tu n'as pas aimé toi dans ce match de Liverpool? Quand Liverpool change de système et passe en 4-4-2 en début de seconde mi-temps, notre plan de relance ne fonctionne plus parce qu'on se retrouve à 4 contre 2 maintenant face au premier pressing et du coup forcément qui dit 4 contre 2 dans le premier pressing, on se retrouve à 7 contre 9 une fois que cette première ligne est passée, donc en difficulté pour trouver des surnombres dans le camp adverse. Donc on a reculé, on a subi, on faisait moins de transition qu'en première mi-temps. Mais on a subi sans vraiment être en danger. Mais par exemple, il y a une petite stat qui est intéressante, c'est Liverpool a fait 35 passes dans nos all space, nous on en a fait que 18 côté Liverpool, donc ça montre quand même que Liverpool campait dans notre camp en seconde mi-temps et montre où se situe un peu le jeu. Et d'ailleurs Tourelle a bien compris, il a sauté ces phases de transition qui ne marchaient plus en faisant rentrer Choupeau afin d'allonger le jeu et de sauter toutes ces premières lignes de relance. Et après il a fait rentrer Alves aussi qui permettait de gratter les seconds ballons et de récupérer un peu plus haut la balle. Sinon, qu'est-ce que j'ai pas aimé? La surréaction de certains joueurs et de Nasser. Il y a eu des pleurs, il y a eu des larmes. C'est qu'un match de poule. Il y a eu la même chose quand on avait battu Barcelone 3-2 un jour, puis la presse avait parlé de plus grand exploit de l'histoire du football français. Ça montre qu'on a un problème quand même d'approche. C'est qu'un match de poule, je vois pas de telle chaîne chez les autres grands clubs. D'ailleurs, apparemment, Tourelle, ce sera dans l'interview de Molina d'ailleurs, Tourelle a été énervé apparemment de cet excès d'émotion chez certains. Je savais pas ça. Merci à toi, Basto. Vincent, qu'est-ce que toi tu pourrais reprocher à cette rencontre? Je suis assez d'accord avec mes 2 camarades. C'est vrai qu'on a cette tendance, après avoir marqué un but, de se relâcher, qui est vraiment dommageable, surtout quand on voit ce qu'on est capable de faire quand on impose un gros tempo.
Après, ce qui n'a pas été dit et qui, je trouve, est important, c'est qu'on fait quand même une grosse erreur, et c'est surtout un joueur qui fait cette grosse erreur, c'est Di Maria. C'est vraiment de ce tacle juste avant la mi-temps, alors que Paris mène tranquillement, remettre Liverpool comme ça dans le match, alors que quand on voit bien quand Mané pousse le ballon, l'action finalement n'est pas si dangereuse que ça. Alors, il arrive dans la surface, mais c'est pas non plus une occasion franche de marquer. Je pense qu'il doit se retenir, surtout qu'il est vraiment, il est quand même pas mal en retard sur son tacle. Il est loin de toucher le ballon. Je trouve que c'est vraiment une erreur qui aurait pu vraiment porter préjudice au final à Paris. Et voilà, c'est ce qui venait gâcher cette belle première mi-temps. Et après, voilà, la deuxième mi-temps, bon, on a surtout reculé, on a surtout subi. Mais voilà, comme on disait, on a subi sans subir. Finalement, il n'y a pas d'occasion franche. Pour la première fois, on a une défense qui était vraiment solide et qui a su résister. Donc même si on n'a pas réussi à ressortir la même performance qu'en première mi-temps, ça reste une deuxième mi-temps moyenne, mais au final réussie. Donc j'ai pas tellement de reproches là-dessus. Après, il y a des reproches qui vont arriver, notamment sur Mbappé et Cavani, mais je les garde pour les flops à venir. Eh bien, merci à toi, Vincent. Je voulais me permettre de réagir, Jimmy. Et on va passer au top, mes amis. Donc je commence. Non, je trouve ça assez dommage quand il n'y a pas grand-chose à reprocher sur l'équipe ou sur la prestation footballistique, on va se mettre à taper sur les hommes. Je pense que c'est un réflexe typiquement français de systématiquement vouloir redire quelque chose. Quand l'essentiel est positif, on va quand même se démerder pour aller whiner. J'ai revu les images je pense notamment à cette partie de Thiago Silva. Faut voir l'interview, la manière avec laquelle elle est conduite avant d'émettre un jugement. Le mec commence à lui parler de son enfant, etc. C'est Talaron qui fait sa petite pute, as usual. Et il a juste et comme ça, et il n'est pas non plus en train de s'effondrer en larmes. On en a fait beaucoup trop là-dessus. On en fait beaucoup trop là-dessous. C'est typiquement français. C'est typiquement Nasser, encore une fois. Nasser, on en a parlé notamment avec Romain Molina. D'ailleurs, on vous invite si vous l'avez pas vu, à regarder l'interview. Oh oui, petite pub sur notre chaîne. Mais c'est très différent. Il y a plein de contextes qu'on ne connaît pas, et je trouve ça déplorable ce systémisme qu'on a. Alors que c'est bien de se dire tiens, il va quand même y avoir des sujets sur lesquels on va pouvoir taper. C'est typiquement français, c'est chiant. Regarde ce qui s'est passé après le 4-0 quand tout le monde a fait la fête avec tir à la gogo. Et pareil. Mais mais si tu veux, on trouve d'abord à faire. Juste pour revenir à tout à l'heure, tu critiquais la réaction des supporters par rapport à l'arbitrage contre Bordeaux. Je pense que ça aurait été plus approprié de le faire contre Liverpool. Puisque j'ai encore lu et relu heureusement qu'on gagne puisqu'on s'est fait voler, il n'y avait pas pénalty sur Mané. Alors ça peut être à l'interprétation de l'arbitre, mais pour moi ça se siffle. Il y en a qui disent qu'il plonge avant, c'est vrai, si on regarde image par image ça peut se discuter, mais ça reste une question d'interprétation, donc déjà c'est pas un vol. Après effectivement il y a un penalty sur Neymar, mais qui est très dur à juger en direct, et puis il a plutôt bien géré les cartons des deux côtés, donc l'arbitre fait plutôt un bon match, et on en a encore parlé comme si on s'était fait voler comme à Naples ou lors du 6. Ouais, je trouve que c'est un bon petit arbitre celui-là, moi je l'aime bien. Puis Di Maria, il l'a quand même taqué. C'était l'arbitre du 4-0, c'est vrai. Ouais, on l'aime bien, il nous aime bien. Voilà. Ouais, moi, pendant le match, j'avais l'impression qu'il avait quasiment pas donné de carton jaune à Paris, et qu'il était complètement à Liverpool, je veux dire, et qu'il était complètement irraisonnable à l'arrivée de Liverpool. Là, je crois 6 cartons jaunes, et nous on en a 2. Donc j'étais après c'est pendant le match, mais j'étais très orienté quand je parlais de l'arbitrage sur ce match. Merci à vous. Est-ce que je peux en rajouter juste une petite chose? Allez, c'est la foire à la sauce. Jimmy débordait de toutes parts. Ça y est, il est des nôtres. Jimmy débordait de toutes parts. Jimmy ne gère plus rien. Par rapport à cette au soi-disant excès d'émotion des joueurs et du staff, je pense qu'il faut quand même ne pas oublier ce qu'on avait dit avant, c'est que les joueurs savaient que ce match était crucial. Si on le perd, ils étaient éliminés. C'est ce qui aurait été une crise quand même majeure pour le club. Les joueurs étaient sous tension. Le staff également. C'est un match difficile contre Liverpool. C'est le premier match plutôt plein, au moins sur l'engagement, que Paris sort. C'est une grosse perte, c'est presque une qualification. J'ai envie de dire, oui, il y a un excès d'émotion peut-être disproportionné par rapport aux résultats, mais ça reste des hommes, et je suis content finalement de voir des joueurs qui expriment des émotions
plutôt qu'avoir une bande de mecs qui se tapent dans les mains et puis on passera au match suivant et en gros on sera heureux que si on gagne la Ligue des Champions. C'était une belle performance, tous les spectateurs étaient heureux et ne s'y attendaient pas. Je pense que les joueurs étaient tendus avant le match et simplement ils ont fêté un beau résultat comme il se doit. Et voilà, je pense que c'est vraiment faire des histoires pour rien. Je trouve ça un peu idiot. Merci à toi, Vincent. Cette fois, on passe au top. Je m'en fous. Et Ah, attends, Jimmy, je voulais dire un petit truc. Non, dis-moi. Mes amis, 3 tops pour ce match-là. Basso, tu commences. Donne-moi tes 3 pépites du match. Alors, j'en ai 4. J'en ai 4 parce qu'il y en a. Oui, vas-y. J'aurais que 2 flops, donc je compense. Moi aussi, j'en ai 4, j'ai peur. Évidemment, Silva. Et qui a fait un vrai match de patron de la défense. Le fait qu'il soit excentré, comme j'ai dit tout à l'heure, a permis de moins mettre en avant ses défauts dans la relance et du coup tout a été très bon. Il est venu jouer très haut en venant aider Kerrer pour ne pas laisser respirer Mané. On l'a vu se projeter sans ballon très haut jusqu'aux 30 mètres adverses à un moment afin de permettre à ses coéquipiers de pouvoir gratter des seconds ballons plus facilement. Et puis défensivement, voilà, il a gagné tous ses duels au sol, des retours salvateurs, un grand sens de lecture du jeu. Donc rien à dire, Silva, gros match. Ensuite, il y a son compère brésilien, Marquinhos, qui a eu une débauche d'énergie assez folle. Il finit le match complètement mort, il peut à peine parler, on peut le comprendre. C'était l'élément clé de l'équilibre du système, parce que c'est lui qui devait passer en permanence du milieu à décès selon si Paris avait la balle ou non. Ouais, le mec a juste deux postes en un match. Et donc, il a aussi permis surtout de combler pas mal de trous, tout en permettant par ses déplacements d'embarquer du milieu afin de libérer Marco, parce que Marco c'était le seul véritable milieu en fait du soir. Mais pour qu'il puisse avoir l'espace d'avancer, Marco, il fallait qu'il y ait ces déplacements de Marquis autour. Donc en autre top, évidemment Verratti, en Regista. Que je l'aime à ce Regista. On a revu le Marco qu'on aime, il commence, je crois que dès la 10e minute, à faire 2-3 petits dribbles devant sa surface pour se défaire du pressing, ça faisait longtemps. Il a assuré la première relance quasi seul. C'est vrai qu'à Liverpool, on avait vu Rabiot, Marquinhos, Silva incapables d'assurer cette première relance, et Verratti à lui seul, il fait ce que les trois n'avaient pas fait. Verratti est extraordinaire. Ça a permis avec son récital à Neymar de rester assez haut et non de décrocher. Effectivement, Neymar était parfois en 8, on en a parlé tout à l'heure, mais c'était pour assurer les transitions plus que pour aller chercher la balle dans les pieds. Et puis Verratti est mine de rien à l'origine aussi de la majorité de nos actions offensives avec ses passes laser qui cassaient les premières lignes. Un petit bémol, évidemment, il aurait pu prendre un rouge, ça reste un danger public dans ce domaine-là. Mais ça reste le Marco qu'on aime, même quand il est proche de prendre un rouge, on retrouve le Marco qu'on aime. Et en 4e top, évidemment Neymar, qui a alimenté tous les ballons comme d'habitude, mais si parfois il faisait les mauvais choix avant, là il a quasiment en permanence accéléré le jeu, que ce soit en combinant intelligemment ou quand il le fallait en cherchant la solution individuelle. Il n'a pas joué ce surplus individuel qui peut nous énerver, là il l'a fait quand c'était nécessaire. Et si en plus on rajoute son but et un impact non négligeable dans le volet défensif, ça donne un très bon Neymar. Eh bien merci à toi Basso. Vincent, est-ce que tu es d'accord avec lui? Alors j'en ai également mis 4, mais j'ai quand même un nom qui diffère. Pour moi l'homme du match c'est Marquinhos, pour les raisons évoquées. Il a été tout simplement énorme dans la récupération et dans l'intensité. Ensuite j'ai mis Silva, parce que pour moi c'est pratiquement la première fois que je le vois presque en patron de l'équipe, aussi solide psychologiquement, alors que c'était plutôt une de ses failles. C'est intéressant ce que tu dis. Tu me diras après pourquoi. Mais c'est vrai que là j'ai trouvé qu'il avait mené vraiment l'équipe dans l'intensité, dans la rage. Enfin, je l'ai vu vraiment comme un vrai capitaine, alors qu'on a déjà souvent entendu dire que psychologiquement il était parfois un peu instable avant les grands matchs. Après j'ai mis Neymar, là pareil, il n'y a rien à dire, ultra décisif. Dans les mouvements offensifs, il est partout. Et ce que j'aimerais souligner quand même chez Neymar sur ce match-là, ce qui n'est pas habituel, c'est qu'il a quand même, je l'ai vu récupérer quand même quelques ballons, il a fait des efforts défensifs. Alors évidemment, c'est pas Cavani, mais c'est pas l'ancien Cavani, mais il a vraiment rendu une belle copie, il était investi, et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un bon Neymar, même si je le trouvais un peu en dedans en deuxième mi-temps, mais il sort une belle copie. Et enfin, mon dernier top que j'ai voulu mettre, c'est Bernat, parce que même si il y a encore 2 matchs de Ligue des Champions, je le détestais.
je pensais qu'il était bon à mettre à la casse totalement. Il met un but décisif à Naples. Là, il met le premier but qui est fondamental. Alors, je l'aime toujours pas en défense, hein, même s'il a plutôt bien contenu ça là, j'ai trouvé globalement. Il est décisif dans 2 matchs fondamentaux pour le PSG, donc je pense qu'il mérite quand même d'être un peu mis en lumière pour ça, surtout que c'est plutôt un joueur que j'ai l'habitude de démonter. Voilà. Merci à toi, Vincent. Drayas, tes 3 tops à toi. Je vais réagir et puis après j'en ai qu'un seul qui diffère parce que tous les autres ont été dit. Neymar, Thiago Silva, Bernat. Je pensais peut-être être le seul, mais je savais que j'avais aussi assez peu de chance, etc. Marquis, enfin voilà. J'en ai marre qu'on dise que c'est formidable, Neymar a fait quelques gestes défensifs. Je trouve ça profondément injuste parce que c'est de nos offensifs depuis le début de la saison, c'est celui qui rechigne le moins à faire des gestes défensifs et à faire des efforts défensifs, et il le fait pas exceptionnellement de temps en temps, c'est plutôt exceptionnellement de temps en temps il le fait pas. Sinon je voulais réagir aussi par rapport à Thiago Silva. C'est marrant que tu dises qu'il s'est comporté comme un vrai patron, mais pour la première fois il n'était pas au centre de la défense, et c'est peut-être la première fois où ce n'est pas lui qui commande la défense. Et la première fois où ce n'est pas lui qui commande la défense, il t'apparaît comme un patron. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que si tu veux, normalement Thiago Silva trône au centre de la défense, c'est clairement lui qui la commande. Là, il ne donnait pas des instructions. Il était en train de remplir son rôle et il apparaît comme un patron. Et je suis assez d'accord avec cette lecture et je trouve que le paradoxe est assez intéressant pour être souligné. Et sinon, le flop que j'avais qui était un petit peu différent, même si c'est un flop qui est teinté d'appréciation en coaching pendant le match que j'ai pas apprécié. Mais j'ai trouvé que d'une manière générale, la mise en place de l'équipe, la mise en place de la structure de l'équipe par Thomas Tuchel était particulièrement intelligent compte tenu de l'adversité. Et le 11 qu'il a aligné et la manière avec laquelle il l'a fait jouer est pour moi vraiment à mettre en avant. Tu peux rajouter un petit truc, Jimmy? Vas-y. Chiant ce soir, Basco. Ça va aller dans le sens de Dreyas déjà à côté Neymar. Neymar fait les efforts depuis le début de saison, sauf qu'effectivement il va récupérer plus de ballons quand la structure autour lui permet d'être moins seul à faire des courses dans le vide. Et puis juste, on peut aussi rajouter la très bonne perf de Kehrer et la bonne rentrée d'Alves, je sais plus qu'on n'en a pas parlé. Voilà. Ouais. Merci à vous, mes amis. On va passer au flop. Je ne sais pas si vous allez en avoir sur ce match-là, à part Mbappé, mais Vincent, quel joueur, toi, t'ont déçu sur cette rencontre? Alors j'en ai principalement 2. Enfin, après, voilà, j'ai pas envie de dire que c'est des grosses déceptions, parce que j'ai tellement été content du match que voilà, c'est dur. Après, j'ai été déçu d'Mbappé, évidemment. Et son match est quand même. C'est un drôle de match, quoi. C'est un peu spécial, parce qu'il est quand même en partie à l'origine des 2 buts, puisque notamment sur le premier où il fait un centre, alors certes raté, mais ça revient sur Bernat qui marque, donc il est quand même il est un peu décisif, on va dire. Mais sinon, c'est vrai que je l'ai trouvé, je sais pas, toujours à contre-temps. Quand il fallait accélérer, il accélérait pas. Quand il fallait dribbler, il driblait pas. À l'inverse, quand il fallait faire une passe, il tentait de dribbler. Je sais pas, il prenait souvent les mauvaises décisions. Il n'était pas dans le tempo. Ça fait quand même maintenant pas mal de matchs où il se trouve lorsqu'il y a de l'enjeu. Alors, est-ce que c'est un excès de pression? Est-ce que c'est une baisse de forme physique? J'en sais rien. Peut-être aussi, est-ce qu'il était en dessous physiquement après sa blessure du match d'avant? Je sais pas, mais voilà, j'ai du mal à expliquer ce qui se passe avec Mbappé en ce moment, mais je le trouve décevant. Et comme Cavani, puisque c'est mon 2e flop, et d'ailleurs qui serait même... je l'ai trouvé encore largement plus en dedans que Mbappé, parce que j'ai trouvé qu'il avait été pratiquement invisible. Physiquement, il est plus du tout aussi fort qu'avant. On le voit moins en défense, récupérer beaucoup moins de ballons qu'avant. Et devant, les occasions, il en a très peu. Je crois qu'il en a 2 ou 3 sur le match, dont une qui aurait dû amener un but, mais il y a une très belle sortie du gardien. Mais voilà, je trouve qu'il est en train de perdre sa place au PSG, même si c'est un joueur que j'adore. D'ailleurs, le fait qu'il soit remplacé à la 65e, ça témoigne quand même d'un petit changement d'air, je trouve, au PSG. Voilà, il traverse une mauvaise passe et ça se sent. Et enfin, bon, j'avais pas tellement de 3e vrai flop, donc j'ai mis
J'ai mis simplement Di Maria pour son tacle stupide en première période. C'est possible, c'est possible. Voilà, Merci il à nous toi. coûte un but, donc il mérite d'y être. Ouais. Ah ouais, merci à toi Vincent, tout ça s'entend, je suis plutôt d'accord avec toi. Drayas, est-ce que toi aussi? Bah, sur Kylian, moi, ça fait un petit moment que j'ai mes critiques. Là, je l'avais même pas mis en flop, mais c'est récurrent avec ce joueur. Ça n'empêche pas d'être décisif. Moi, je pense qu'il pêche plus. Alors, c'est une théorie. Hein, je pense qu'il pêche plus de melonite aiguë depuis toutes ces rumeurs de Ballon d'Or. Ça finit par lui monter à la tête, qu'il a oublié l'essentiel et qu'il va falloir qu'il se remette à l'essentiel. Mais après ça, on ne sait pas tout dans ce qui se passe dans ce club, donc je ne m'avancerai pas trop. Je vais mettre un joueur. C'est très très dur de le mettre. Mais j'attends plus de lui. Il y a ce palier, il a très mal commencé la saison. Et il a du mal à revenir à son niveau, même s'il progresse. C'est Kimpembe. C'est très sévère de le mettre en flop parce qu'il a été bon. Ça a été un des défenseurs qui, dans le jeu avec ballon, si ce n'est, a été un des plus intéressants à balle au pied. Mais voilà, il y a un moment où il va falloir qu'il concrétise ce dernier cap à franchir. Il prend du temps à le faire et vite Kim, parce qu'on compte sur toi. Je pense que notamment c'est un très très bon aboyeur. Je pense que c'est un vrai patron et j'apprécierais qu'il franchisse ce dernier pas. Et enfin, j'ai envie de parler de Klopp, qui s'est Garcia-cisé le temps d'une conférence de presse. J'ai toujours pas compris pourquoi aucun journaliste ne lui a demandé comment il pouvait espérer gagner le match en n'ayant aucun tir cadré, plutôt que de se plaindre de l'arbitrage en ayant fait une prestation qui en aucun cas lui aurait pu permettre de gagner le match. Merci à toi, Drayas. Basto, tes 3 flops si tu en as. J'en avais 2, c'est marrant sur Kimpembe, je l'ai pas mis en flop mais je l'avais mis en réserve au cas où. Mais pour moi justement avec ce ballon que je l'ai trouvé complètement en dedans, des prises de risques inutiles, des pertes de balles dans sa surface qui ont amené 2 ou 3 situations chaudes pour Liverpool. Il a été beaucoup plus en dedans que d'habitude dans sa performance avec ballon. Possible. Sinon c'est 2 flops en commun avec Vincent, c'est Di Maria. On a la chanson des petites marionnettes. Moi j'ai avec Di Maria, ainsi fait, la petite tête Di Maria, ainsi fait, 20 minutes et puis s'en va. Voilà, ça le résume en ce moment. Il a été très bon pendant 20 premières minutes, très actif, et après il s'est complètement éteint, même s'il était isolé, parce que Kehrer a fait un gros match défensivement, mais n'a pas apporté offensivement. Donc c'est vrai que Di Maria sur le côté droit était un peu isolé, puis il y a ce geste incompréhensible qui amène le péno, et donc le deuxième flop en commun c'est Cavani, et pourtant c'était un match plus pour lui que d'habitude puisqu'on a plus écarté, plus centré, donc on avait besoin d'un joueur de surface. C'est d'ailleurs sur un centre que Cavani dévie le ballon qu'Alisson repose sur Neymar, donc il a servi quand même sur ce second but, mais globalement même sur le nombre de centres qu'on a eu, il a été très peu à la réception, et puis en seconde quand on a un peu subi, il était complètement inutile. Donc voilà. Merci. Mes amis, est-ce que je peux vous donner un flop moi? Oui. Non. Alors moi, je vais vous laisser deviner. Je vais vous donner des indices. Liverpool. Jimmy. Surcoté. Salah. Oui. Salah. Basso, tu gagnes le Ballon d'Or, magnifique. Mais je pense que Liverpool est un peu surcoté aussi. Non, Liverpool est vraiment surcoté, je pense. Mais Mohamed Salah, qu'on voit à peu près à son vrai niveau ces dernières semaines. En février. Non mais tu parles trop vite. Non mais quand même. C'est pas je parle trop vite justement. Je parle avec du recul. Salah qui est dans le top 10 assuré du Ballon d'Or. Bien sûr. Avec notamment Harry Kane. Non mais il a fait une très bonne saison, Mohamed Salah. Mais Basto, tu connais sa carrière, Mohamed Salah. Chelsea, il est comment à Chelsea? Il est nul. À la Fiorentina, il est comment? Il est Lucas Moura. Et à la Roma, il est comment? À la Roma, il est entre Lucas et Guardado. Bref, c'est très 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 beau. Voilà, donc surcoté, grosse hype. C'était juste un petit tacle au Futixito, les moins de 20 ans qui aiment bien faire ça avec un joueur tous les ans, le surcoté au maximum. Voilà. C'était juste parce que ça m'a énervé. Je sais pas pourquoi ça m'a énervé. J'aime pas les joueurs comme ça qui sont rapides sur FIFA, qui te mettent des vieux buts de merde. C'est une rage en fait contre les joueurs. C'est une rage sur les mecs de FIFA. Bon, photo, Jimmy, on en reparlera. C'est pour ça que t'aimais pas Ben Arfa. Non, Ben Arfa il est pas trop rapide sur FIFA. Ben Arfa il est nul tout court.
Bon, mes amis, c'était un podcast très sympathique. On s'est bien marré, c'était sympa. Mais c'est l'heure de vous dire bonsoir. Eh bien. Drayas, bonne nuit. Bonne nuit, Jimmy. Rêve bien de ça là. Basto, bonne nuit. Bon appétit, je vais aller manger. Vincent, merci pour cette première, c'était un plaisir. Eh ben, un plaisir partagé. Et merci à vous de nous avoir écoutés entièrement sur ce petit podcast sympathique. J'espère que ça vous a plu et qu'on vous retrouvera très bientôt pour de nouvelles analyses tactiques de qualité. Merci à vous et bonne soirée. Bonne soirée.